Eh bien, bonsoir, merci d'être présent à cette nouvelle ciné-conférence musicale qui, comme chacun sait, pour la plupart en tout cas, cultive le rapprochement entre le fait d'être mélomane et le fait d'être cinéphile, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque ça veut dire une double analyse, et de l'image et du son. Je profite toujours pour remercier donc toute l'équipe du Lido, et Véronique, Olivier, enfin toute cette équipe-là qui, sans elle, bien, ne se passerait rien, a priori, là, sur cette scène-là, du jeudi soir, donc à 19 heures. Et je profite aussi pour remercier la ville de Saint-Raphaël, sans qui, justement, la gratuité n'existerait pas non plus pour vous, et à la fois sur la ciné-conférence et sur le film qui suit, ainsi que le partenariat avec le conservatoire de la ville, donc, qui se situe à l'intérieur du centre culturel donc, de la ville de Saint-Raphaël. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans une ère italienne, une ère donc cinéphile italienne. Vous savez que l'Italie a inventé l'opéra. Eh bien, l'Italie a inventé le giallo. Et le giallo, qu'est-ce que le giallo ? Petite histoire du giallo, pourquoi ces films, cette série de films et de réalisateurs ont fait des giallo. Le giallo, en fin de compte, c'est une édition, en fait, au départ, c'est une édition de romans policiers qui se passe en Italie entre les deux guerres, donc à partir de 1920, et qui va donc se développer intensément. Et c'est un éditeur au départ qui a l'idée d'éditer des romans policiers donc en italien, des premiers romans policiers italiens, avec une couverture jaune. Donc giallo en italien veut dire jaune, donc ça tombe bien. Donc cette couverture jaune va être un point commercial important, puisqu'on reconnaît de loin ces livres-là. Et à ce point, ça va tellement fonctionner qu'à ce point, c'est-à-dire que tous les éditeurs vont se mettre à éditer progressivement donc, les romans policiers italiens avec une couverture jaune. Et pas que, puisque quand on va avoir des romans policiers qui viennent de l'étranger, ne serait-ce que par exemple d'Angleterre avec Agatha Christie ou de France avec Georges Simenon, vous allez avoir des couvertures jaunes en Italie. En France, on a plutôt des séries noires. En Italie, on aura des séries jaunes, correspondant à des romans policiers. Alors bien entendu, du roman au cinéma, il n'y a peut-être qu'un pas, et pourtant, le cinéma giallo italien va naître dans 1963 précisément, avec un réalisateur qui s'appelle Mario Bava. Et avec cette influence, c'est-à-dire que la première influence du giallo, au-delà du roman policier, c'est d'établir un film un petit peu dans la lignée de Hitchcock. C'est Hitchcock qui va influencer réellement le cinéma donc giallo italien. Et j'en veux pour preuve que le premier film de Mario Bava en 1963 s'appelle La fille qui en savait trop. Et si vous êtes un peu cinéphile, on remonte à Hitchcock en 1956 avec L'homme qui en savait trop. Donc il y a une sorte de parallèle, de relecture un peu autre de cette origine-là. Donc Hitchcock, qui dit Hitchcock dit aussi le 1960, le Psychose, bien sûr, qui aura marqué à la fois par son côté très violent, son côté presque, je dirais, gore, parce qu'il y a du sang, même si c'est en noir et blanc, on le reconnaît quand même, ce côté un peu érotique aussi qui se passe sur les films, donc notamment Psychose de Hitchcock, la scène de la douche par exemple, pour ne citer qu'elle. Tout ça va influencer donc ces réalisateurs italiens qui vont donc combiner d'une manière créative, vont combiner à la fois donc le côté policier, le côté donc un peu gore forcément des meurtres qui vont se perpétuer au fil de tous ces films-là, le côté un peu érotique aussi qui se passe à l'intérieur des giallo, et
vous avez en même temps l'idée d'un personnage. Le giallo véhicule dès le départ l'idée d'un personnage qui est le tueur, a priori, puisque ce sont ce qu'on appelle des who units au cinéma, c'est-à-dire vous avez un tueur qui sera découvert à la fin, qu'on démasquera à la fin. Il y a un tueur et on va le découvrir sur la fin, donc d'où une progression sur l'intrigue, sur le mystère et sur les différents meurtres donc perpétrés lors des films. Et ce tueur-là a pour habitude, alors c'est pas le même d'un film à l'autre, n'empêche que ce tueur-là a pour l'habitude d'avoir des mains gantées de cuir et donc se sert souvent des armes blanches, couteaux, etc., etc. Et ça va développer bien entendu dans les nouveaux giallo après les années 70-80 surtout, etc. de nouvelles armes, mais rarement des armes à feu, des armes qui ne font pas de bruit en fin de compte. Et donc la main gantée va se retrouver dans différents films. Et donc c'est un peu l'image de marque du giallo qui va donc débarquer dans l'histoire du cinéma. Alors, je parlais de Mario Bava. Mario Bava commence en 63. Et puis, en 63, il y a un monsieur qui s'appelle Dario Argento. Dario Argento, en 63, il a 23 ans. Et ce Dario Argento-là n'est pas encore réalisateur de films, il est critique de cinéma. Alors, il est critique de cinéma parce que le milieu oblige. Le papa, Salvatore Argento, est un producteur de films. Justement, ça tombe bien. Donc que le fils, je dirais qu'il n'y a qu'un pas à ce que le fils puisse être critique de cinéma, ça aide quelque part. Donc de critique de cinéma, il va aussi s'intéresser au scénario. Il va être scénariste, ce Dario Argento, et pas qu'un peu, c'est-à-dire qu'il y a un film, certainement, où il a participé en tant que scénario, et qui est un film un peu, phare de cette époque-là, et du cinéma mondial, de toute façon. Il a participé au scénario de Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Sergio Leone l'invite à participer au scénario avec Bertolucci, entre autres, etc. Ils sont plusieurs à écrire le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest. Et donc, Dario Argento se développe en tant que scénariste jusqu'au moment où, à partir de 1969-70, il va vouloir acquérir ses palmes de réalisateur et il va donc développer un premier film qui s'appelle L'oiseau au plumage de cristal. Ce premier film-là fait partie donc du genre giallo dès le départ et c'est un chef-d'œuvre. Au départ, c'est un chef-d'œuvre qui est reconnu à ce point, c'est que Hitchcock lui-même commence à dire « cet Italien commence à m'inquiéter ». C'est pour dire qu'il y a quand même une grosse portée d'un coup. Premier film, première réussite. Et on s'aperçoit que Dario Argento, non seulement a un scénario qui est vraiment très, très travaillé, mais en même temps, c'est travaillé aussi l'image, etc. Bien entendu, ce film-là est produit par Papa, qui va produire un certain nombre de films, en tout cas, et donc qui va le porter justement au firmament du giallo italien et du cinéma mondial, puisque Dario Argento sera considéré comme le maître absolu du giallo dès donc 1970. Alors, L'oiseau au plumage de cristal, je ne vais vous pas raconter les histoires à chaque fois, c'est pas forcément utile, mais il y a forcément une musique qui va avec. Imaginez, le giallo, c'est donc un film qui est donc plutôt policier, dans lequel il y a des meurtres, etc., donc sur lequel on peut trembler, sur lequel on peut frémir, sur lequel il y a du mystère, sur lequel il y a des impasses, il y a des suites sur les personnages, etc. Et on peut éventuellement imaginer que cette musique-là, la musique d'un giallo, donc pourrait être plutôt inquiétante. Enfin, a priori, c'est ce que l'on pense. Si je joue ce genre de choses... Vous pensez qu'on est dans le thème, là ? Comme ça, vraiment, spontanément.
Vous vous dites, oh là là, on va trembler là, hein, n'est-ce pas? Bon, bien écoutez, je vais vous faire écouter ce compositeur qui a vraiment écrit ça pour le premier Giallo donc de Dario Argento. Il a vraiment écrit ça. Vous dites, c'est qui ce compositeur? C'est vraiment un peu n'importe quoi, hein. Eh ben, ce compositeur s'appelle Ennio Morricone, figurez-vous. Et là, ça va devenir intéressant puisque nous allons regarder la scène d'ouverture, hein, du film, donc L'oiseau au plumage de cristal. Et vous allez voir donc la dimension entre le bruit, l'ambiance, les mains gantées de cuir, tout d'un coup, le petit côté insouciant de la musique, puis on retourne du côté du tueur avec d'autres sons, et là, tout d'un coup, nous rentrons dans les paradoxes, justement, entre innocence et puis grand mystère, voire meurtre, voire danger absolu. Voilà la première scène de L'oiseau au plumage de cristal. Si on peut la voir, je ne sais pas. Oui, on peut la voir. En éteignant les lumières. Voilà. Voilà, c'est assez glaçant, hein, comme entrée dans le film, mais en même temps, on est quelque part soulagé par la musique elle-même, parce que le petit thème qu'on a entendu de cette insouciance-là, et on retrouve quelque part cette espèce de décalage qu'il y a toujours dans les musiques d'Ennio Morricone par rapport au film. Dès qu'il a travaillé avec Sergio Leone, il y a une volonté de faire apparaître la musique comme un personnage à part dans le film, et pas forcément une illustration totale du film. Et cette idée-là va perdurer même dans la tête de Dario Argento, qui, bien sûr, ayant travaillé avec Sergio Leone, va avoir Ennio Morricone. C'est fabuleux d'avoir Ennio Morricone à ce moment-là, alors qu'il commence à se faire connaître avec Il était une fois dans l'Ouest, notamment, qu'il n'est pas encore le compositeur le plus énorme de l'histoire du cinéma, mais il est déjà bien enclenché dans la production de musique. Donc, il y a cette idée que l'illustration n'est pas le fait musicalement du giallo chez Dario Argento, en tout cas. On n'a pas ces effets complètement dramatiques. On a des bruits à des moments, on a des petites choses, bien entendu, mais on a quelque chose qui est de l'ordre de l'insouciance et qui prépare au danger. D'où l'opposition vraiment très forte qu'il peut y avoir dans le montage du film et dans le déroulement de l'image. Alors, bien entendu, on n'arrête pas une équipe qui gagne bien, certainement. Donc Dario Argento, en 1971, va faire un deuxième film qui va s'appeler Le chat à 9 queues.
Donc on a l'oiseau au départ, maintenant on a le chat à 9 queues, et bien entendu, Ennio Morricone va faire la musique. Et vous allez voir que cette musique-là, voilà, si j'ai le thème à peu près en tête, ça va être quelque chose de presque tout aussi insouciant, alors que le film reste quand même un giallo avec tout le drame et le côté aussi un peu gore qu'il peut y avoir, un peu sanglant. Ça va donner quelque chose comme ça. Voilà, c'est un thème très calme, très doux, mais qui va donc... alors on va l'écouter simplement avec l'affiche du film, ça nous change un peu d'une scène. On va l'écouter juste pour écouter le son que Ennio Morricone donne dans la musique, puisqu'on a entendu tout à l'heure une mélodie relativement simple, avec une voix qui chante la 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 la, etc. Donc c'est des la. Et là, nous avons, encore une fois, il y a un son que nous allons écouter avec cette deuxième extrait. Jack. Voilà, la violence de l'affiche n'est pas trop illustrée par la musique. Vous voyez que la musique est très douce, avec un thème comme ça qui se développe d'une manière tout à fait naturelle. Nous sommes, en fin de compte, encore une fois, dans ce paradoxe de la musique qui n'est pas là pour illustrer l'image, mais pour donner une sorte de distanciation, certainement critique, comme un chœur antique qui regarde les choses et qui va y commenter autrement. Et en même temps, vous avez un son qui est de l'ordre, c'est entre le clavecin et la guitare sèche, des cordes qui sont pincées, comme si ça allait peut-être nous pincer l'âme ou nous pincer le regard quelque part, avec une voix toujours en fond qui vient doubler, qui vient contrapointer ou donner un contre-champ en tout cas par rapport au thème lui-même qu'on vient d'entendre. Donc il y a un petit côté dans le son qu'on pourrait qualifier de incisif. Donc ce petit côté incisif ne donne quand même pas tout l'ambiance du film, bien entendu, mais ça commence justement à tourner dans ce sens-là. Alors, Dario Argento va... Voilà, Dario Argento va se dire bon, c'est bien de travailler avec Ennio Morricone, tout ça, et dans la foulée, il va faire un troisième film, donc qui fera partie de ce que l'on appelle sa trilogie animale. Alors il aime bien les animaux, donc il commence avec l'oiseau au plumage de cristal, il continue avec le chat à 9 queues, et il va en 71 dans la foulée faire un troisième film qui s'appelle 4 mouches de velours gris. Alors donc l'oiseau, le chat, les mouches. En fin de compte, c'est pas que des titres qui sont là pour montrer qu'il aime bien les animaux, quelque part, quel que soit l'animal. Ce sont des titres qui impliquent, en fin de compte, que le chat, les mouches ou l'oiseau au plumage de cristal ont une incidence sur l'intrigue du film. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va peut-être même permettre de trouver la solution, ou de découvrir en tout cas la solution finale. Donc c'est assez intéressant. Mais Dario Argento, il a quand même des idées, il est créatif, justement, c'est l'italien par excellence qui va travailler sur les paradoxes. Il se dit que pour ce troisième film, il aimerait bien autre chose, il aimerait bien une musique, parce que ça se fait dans les années 70, quelque chose qui n'a presque rien à voir avec l'idée de l'intrigue, encore une fois, l'intrigue, le mystère, les meurtres, etc., etc. Et il se dit, j'aimerais bien avoir un groupe qui s'appelle Deep Purple. Vous connaissez Deep Purple? Ah bah oui. Alors là, si vous connaissez pas Deep Purple avec Still Smoke on the Water, 1970,
Donc ça l'intrigue et il voudrait avoir un groupe donc de hard rock pour la musique de son troisième film. Imaginez la distance qu'il peut y avoir, hein, parce que il y a une force de son à ce moment-là. Et bien entendu, il ne va pas pouvoir l'avoir pour une raison très simple, c'est que l'Italie, à cette époque-là, je dirais, ne subventionne ou donne un budget à un film à partir du moment où ça reste intérieur à l'Italie et que si on accueille des musiques donc de l'étranger, etc., ça ne fonctionnera pas et donc il n'aura pas le budget nécessaire pour avoir ça, parce que ce qu'il demande quelque part. Et donc, il se retourne vers Ennio Morricone. À nouveau, donc le troisième film, c'est à nouveau Ennio Morricone. Et là, je vous ai sélectionné dans 4 mouches de velours gris une scène finale, alors pas en entier, on va pas découvrir le tout. Et c'est une scène qui est très intéressante parce que vous avez une scène d'un accident, c'est-à-dire l'héroïne, elle arrive en voiture et il y a un camion qui arrive et elle va rentrer dans le camion comme ça. Mais sauf que la scène, elle est voulue pour être montrée au ralenti. Tout est au ralenti et vous allez voir que la musique d'Ennio Morricone par-dessus, c'est une petite gamme qui descend. Encore une fois, on n'est pas dans le dramatique, on est vraiment dans une distanciation au niveau de l'image. On a quelque chose qui pourrait presque ressembler à un thème de Bach. Voilà, vous avez cette chose-là sur un accident de voiture où tout là, le pare-brise explose, etc. Regardons la scène pour montrer à quel point Ennio Morricone est distant. On reconnaît bien Ennio Morricone aussi, hein. Ça fait penser ce style de musique qui va pas avec l'image quelque part. On se dit bon, ça pourrait être catastrophe, ça pourrait être très illustré, etc. Ça fait penser un peu aux musiques qu'on peut trouver dans la nouvelle vague française aussi, chez Godard, chez Truffaut, etc. On a des espèces de distance, sauf que là, les images qui sont montrées sont relativement violentes, sont relativement, je dirais, douloureuses, etc. Et la musique ne l'est pas. Et je pense que ça crée une dimension psychanalytique chez le regardeur, chez le cinéphile, qui, en fin de compte, amalgame les deux comme quelque chose qui n'est pas possible, quoi. C'est l'impossible que l'on voit à l'image, donc dans le film, d'une certaine manière. Alors, bien entendu, Dario Argento va continuer à créer des films. En 73, il change un peu le fusil d'épaule et il essaye de faire une comédie qui se situerait dans l'Italie révolutionnaire de 1848, etc. Et il va prendre un compositeur de musique de jazz qui est reconnu aussi aux États-Unis. Qui s'appelle Giorgio Gaslini, qui va faire la musique. Et ce film va pas marcher du tout. On reconnaît pas Dario Argento. Et donc, il abandonnera vite le style de la comédie pour revenir au giallo dès 1975. Alors, en 1975, c'est là où il prépare ce film qui s'appelle Profondo Rosso, dont le titre français est Les frissons de l'angoisse, film que vous verrez donc tout à l'heure, après la séance, la conférence en tout cas. Donc, Profondo Rosso, c'est un film, et il imagine, lui aussi, il se dit, j'aimerais bien quand même avoir un groupe de rock pour illustrer le film, et il pense à Pink Floyd, en 75. Ah bon, il les contacte. Et Pink Floyd, en 75, ils sont en train d'enregistrer leur album Wish You Were Here, juste 2 ans après Dark Side of the Moon, donc un album aussi très, très important de leur carrière. Et donc vous avez cette idée que, décidément, Pink Floyd refuse, mais poliment, en disant on ne pourra pas faire la musique, puisque ils ont fait, ceci dit, ils ont fait des musiques de films de Barbet Schroeder, aussi, entre-temps, au cinéma, Pink Floyd. C'est pour le dire qu'ils ont fait aussi des musiques de films.
Mais donc là, il refuse poliment. Et donc, que fait Dario Argento? Il va reprendre Giorgio Gaslini en disant tu me fais une musique, alors je ferai quelque chose assez intense et tout ça au niveau de ces frissons de l'angoisse, donc Profondo Rosso. Profondo Rosso, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rouge dans les images du film, donc il est assez attiré par l'art aussi, et donc il travaille un peu comme un peintre quelque part, donc il y a du rouge, et donc le titre du film s'appelle Profondo Rosso. Et puis donc Gaslini produit certains thèmes, et puis ça plaira pas du tout à Dario Argento, qui se morfond en disant c'est pas possible, je vais pas avoir la musique qu'il faut. Mais entre-temps, en 1972, s'est monté un groupe en Italie, un groupe de rock et de rock progressif, qui s'appelle au départ Oliver. C'est très italien. Je n'en doute pas, ça n'a rien à voir, bien entendu. Oliver et ce groupe de rock progressif, alors je rappelle pour ceux qui, dans le rock progressif s'inspire en fin de compte des formes classiques, des formes sonates, etc., à plusieurs parties, pour faire justement une progression. Et on n'est plus dans le couplet-refrain, les formes vraiment binaires que l'on trouve dans le rock traditionnel. On est dans un rock qui est beaucoup plus sophistiqué. Et donc ces Italiens-là, donc, qui s'appellent Oliver, vont changer de nom en cours de route. 3 ans après, vont sortir un premier album avec donc au nom de Cherry 5. Et donc l'album s'appelle aussi donc Cherry 5, comme le groupe. Et nous allons écouter Cherry 5. Tiens, écoutons un petit bout de cet album en 1975. Voilà. Hop, il va y avoir un petit changement là. Après ce thème. Et changement de couleur avec la voix. Donc les Italiens chantent en anglais, bien sûr, parce que c'est du rock, donc c'est tout à fait logique. Et donc là, cette couleur qui est assez influencée par 2 groupes essentiellement, il y a un peu Genesis. Si vous connaissez un peu Genesis, il y a un peu de ça déjà. Et il y a un peu King Crimson aussi. Il y a un peu les deux, dans la rythmique, dans la façon de projeter le son. Donc c'est un groupe qui est les Cherry 5. Eh bien, il se trouve que ça va atterrir sur le bureau de Dario Argento, ce disque. On va lui montrer. Et il va tomber... waouh! Il va tomber en extase devant le groupe et il va les embaucher pour retravailler la musique donc de Profondo Rosso, les frissons de l'angoisse. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Le groupe à ce moment-là va changer et va à nouveau changer de nom et va s'appeler Goblin. C'est un groupe changeant, en fin de compte, Goblin. Et c'est un groupe tellement changeant qu'il va y avoir des hauts et des bas. Et, ils vont se séparer, se renouer, changer de musicien, etc. au cours de la carrière. Et ils jouent toujours, d'ailleurs. De nos jours, il continue à faire des tournées. Alors, ce groupe Goblin va être influencé par Dario Argento dans le sens où il leur dit ça serait bien d'avoir un thème principal qui se rapproche d'un thème très très connu d'un film qui est sorti en 1973 aux États-Unis et qui s'appelle L'Exorciste, donc de William Friedkin, film aussi culte dans l'histoire du cinéma, dont le thème n'était pas une musique qui était prévue pour le film, qui était donc un thème de l'anglais Mike Oldfield, d'un album qui est essentiellement instrumental, synthétique, etc., mais sans voix, qui s'appelait Tubular Bells, qui était sorti en 73 justement, et dont le thème de départ est celui-ci.
fois il y a une note de plus, une fois il y a une note de moins, donc c'est un thème un peu bancal qui illustre très bien cette peur psychologique qu'on a surtout dans le film. Au-delà des images, il y a la peur psychologique du démon comme ça qui sommeille et dont le thème illustre très très bien cette intensité intérieure. Donc, il demande au groupe d'avoir quelque chose d'un peu semblable qui illustre. Donc, le groupe va prendre exactement la même tonalité et va sortir quelque chose au-delà qui va être... Voilà, ça va donner ça. C'est presque les mêmes notes, mais... combiné autrement, avec une rythmique donc, qui se base aussi sur la même note de basse que l'exorciste, un la, mi. Alors une fois, il y a le thème complet et le thème tronqué. Donc encore une fois, il se base sur la même structure, c'est-à-dire le thème un peu plus long, le thème un peu plus court, ce qui donne un côté bancal. Alors ce côté bancal, associé au rythme, associé à un son synthétique avec des gammes qui montent, qui sont dans le suraigu comme ça du synthétique et qui donne un côté incisif, donne le caractère donc du thème principal à la musique de film. Voilà en fin de compte un trailer, donc un petit montage d'images sur cette musique-là. Et vous allez voir qu'on a un petit peu la continuité d'Ennio Morricone, c'est-à-dire un peu ce décalage qu'il y a entre tension, meurtre, etc. et une musique qui nous donne une autre forme d'énergie. Écoutons ce Profondo Rosso. Et vous remarquez que le son même du thème principal, celui qui est donné, ressemble un peu étrangement au son que Ennio Morricone avait sur le deuxième film, sur le Chat à 9 queues, entre sonorités synthétiques, mais entre le clavecin et la guitare. On ne sait pas trop. En fin de compte, c'est des sons combinés qui sont des sons qui me font penser au corps de pincée. Et encore une fois, ça pince aussi quelque part. Et en même temps, cette musique-là, par le biais d'une basse, d'une batterie, etc., vous donne toute une énergie supplémentaire pour assumer le film, être dans l'image tout en étant distant sur ce qu'il s'y passe. Donc il y a vraiment toute une créativité à ce niveau-là entre les Gobelins et Dario Argento qui va marquer vraiment son coup, puisque Les Frissons de l'Angoisse, c'est le deuxième vraiment grand chef-d'œuvre de Dario Argento, donc très reconnu, qui va le projeter à l'échelle internationale. Et les Gobelins, donc qui était un groupe relativement peu connu, va être projeté aussi grâce à sa participation avec Dario Argento. Donc encore une fois, on ne change pas forcément une équipe qui gagne, puisque Dario Argento va les réembaucher pour le film suivant. En 1977, il va dériver légèrement du giallo en associant un petit côté un peu plus fantastique. Alors on va écouter donc justement le thème principal que les Gobelins vont lui trouver pour créer quelque chose. Alors quand on parle de fantastique, on parle de force surnaturelle la plupart du temps, de quelque chose qui serait un peu satanique, un peu démoniaque. Enfin, on ne sait pas trop. Ça se passe dans une école de danse à Berlin. Il y a donc la jeune danseuse, elle est recrutée, elle va prendre des cours dans cette école et il se passe des choses étranges, il y a des meurtres, tout est étrange, mais il y a ce côté fantastique qui déborde, des drôles de personnages, des choses insaisissables. Et on va remonter donc la pente du thème principal de ce film. Imaginons qu'on parte sur ce thème-là, qui est une petite ritournelle.
Voilà, c'est ce thème-là qui pourrait être très très classique. Hein. Ré, mi, fa, la, sol, fa, sol, fa, sol, la, ré, do, do. Rien de bien angoissant, a priori. Mais il le joue dans l'aigu. Comme un petit thème obsédant. Et il rajoute des petits arpèges par-dessous. Il rajoute une basse insistante et qui tombe toujours vers le bas, comme ça. Et par-dessus ça, donc on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus décalé. Donc ça va faire... Voilà, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et par-dessus, il rajoute la petite voix du démon sarcastique qui vient doubler quelque part la ligne mélodique, mais faussement en fin de compte. Le côté la 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 la. Et ça nous donne toute l'ambiance du film avec ce côté à la fois synthétique, le côté des basses, le côté de la percussion. Et voilà, nous avons donc avec un nouveau trailer et vous avez donc Suspiria, le film de 1977 qui a été une des grands films de Dario Argento retenu en tout cas dans toute sa filmographie. Suspiria reste quand même un haut niveau et de couleurs et d'images et de fantastique quelque part. Voilà, regardons le trailer. It's useless to try and explain it to you. You wouldn't understand. It all seems so absurd, so fantastic. All I can do is get away from it as soon as possible. But come on, you don't miss that people. Susie, you need to go. Donc c'est cette petite ritournelle qui nous tourne comme ça dans la tête et qui devient obsessionnelle, qui rentre dans l'objet du film quelque part, de quelque chose à la fois fascinant, sur lequel on ne peut pas baisser le regard, et qui est en même temps un peu repoussant, avec ces effets de sirène, ces effets réellement un peu inquiétants quand même là-dedans, même si on peut pas, à part la voix qui fait là, je ne peux pas trouver ce thème-là complètement vraiment inquiétant, dans le sens vraiment des thrillers, par exemple, américains ou anglais, qui sortent aussi à cette époque-là. Donc, bien, c'est un film qui va fonctionner très bien. Entre-temps, les gobelins ils vont un petit peu se chamailler, vont se séparer. Donc, Dario Argento va sortir un autre film entre-temps sans eux. Et puis, ils vont revenir exprès pour un autre film en 82. Ce film-là s'appelle Ténèbres. Et donc dans Ténèbres, bien même histoire quelque part, retrouver quelque chose qui soit à la fois rythmique, puissant, énergique, qui n'illustre pas le film en soi, mais qui nous donne la possibilité donc d'avoir cette distance tout en étant projeté dans l'image. Alors dans Ténèbres, il y a un thème qui est relativement simple. Deux voix qui sont plutôt synthétiques sur deux basses différentes.
Voilà, il y a ça, puis une rythmique qui va rentrer et qui paraît être en décalage. Un peu tombant une rythmique très pulsionnelle comme ça, et sur lequel vont se rajouter des bouts de thème à l'intérieur. Choses, et par-dessus des thèmes qui vont commencer donc à rentrer de plus en plus. Il y a une accumulation de thèmes. Donc tout le thème se développe de cette manière-là, et donc nous allons l'entendre vraiment avec le son des Gobelins, justement, parce que vous avez un côté, une musique qui est réellement donne plus d'énergie que d'angoisse de toute manière. Voilà, écoutons ce Ténèbres, la scène d'introduction sur ce feu. Voilà. Voilà, donc nous sommes vraiment dans une énergie d'action et cette musique-là n'annonce pas réellement le contenu réel donc du film. C'est ça qui est vraiment le plus créatif, le plus intéressant, et qui va donner entre Goblin et Dario Argento une entité filmique, en tout cas, qui est assez surprenante et qui va être de toute façon développée avec d'autres aussi quelque part. D'autres réalisateurs vont se dire je vais faire la même chose. Les Goblins, par exemple, juste pour ne citer que ça, vont travailler sur la musique d'un certain Romero, George A. Romero, qui a fait ses films donc La Nuit des Morts Vivants, etc. Et vont faire la musique de Zombie. Justement dans le même sens en fin de compte. C'est une musique donc très électrique, très rythmée, très pulsée, etc. mais sur un film de zombies. Et donc il y a toute une dimension cinématographique qui est en train de s'orienter vers autre chose que la musique, une musique émotionnelle ou une musique angoissante, une musique qui illustrerait beaucoup plus le rapport au scénario. Et ça crée donc toutes des émules dans tous les pays, donc cinéma jusqu'au Japon d'ailleurs, hein, où on va reprendre certaines choses des Gobelins. Donc ça fonctionne, quelque part, ça fonctionne, même si on ne s'attend pas à ce style de musique. Alors, encore une fois, là, on est en 82, on est Ténèbres. En 85, eh bien, il va faire un film, encore une fois, où il va se rapprocher du fantastique tout en étant un peu giallo. Donc, Dario Argento va écrire un film qui s'appelle Phénoména. Phénoména en 85. Et puis, bon, pour illustrer la musique, là, encore une fois, vous avez des formes de ritournelles, des formes avec des voix au milieu, des voix qui chantent, une voix lyrique d'ailleurs, comme Ennio Morricone aurait pu le faire, mais avec ce contexte de rock progressif, de sons synthétiques, etc. Ce que rarement Ennio Morricone a fait. Il n'a pas fait de rock progressif ou de sonorité de rock progressif. Il a emprunté à plein de choses, mais il n'a pas fait ce genre-là. Il l'a pas approché pleinement. Donc vous avez là un thème qui va être do, 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 do.
pour une fois, je vais vous montrer le groupe en train de jouer. Alors le groupe, quasiment, tel qu'il était il y a 5-6 ans. C'est-à-dire avec les remaniements, les changements, les séparations, les nouveaux musiciens qui entrent en jeu. Et il reste dans ce groupe-là l'un des fondateurs donc, de Goblin en 72, qui s'appelle donc Claudio Simonetti, qui est le claviériste que l'on voit dès le départ dans le film, dans la vidéo. Et vous les voyez jouer, en fin de compte, cette musique. Ça change un peu de l'image au cinéma. Vous voyez un peu à quoi ressemble le groupe à l'heure actuelle. Voici donc les Goblins dans ce thème principal de Ténèbres, de Phénoména. Voilà, et là vous avez une rupture de tempo, propre au rock progressif, et ça part d'un coup rapide. Voilà, etc., etc. Donc mise en place, etc. Il y avait un vrai travail qui fait dire que la musique se suffit elle-même. Dans un concert, vous écoutez ça, vous dites c'est une pièce rock, de rock progressif, etc. Vous pensez pas à ce qu'il y ait une image dessus. C'est pas comme les tournées d'Ennio Morricone ou de Hans Zimmer, quand ils rejouent la musique, on repense les films, on revoit les images la plupart du temps derrière, etc. Alors que là, la musique se suffit à elle-même, etc. Avec sa virtuosité, avec son impact, cette rythmique, do de di do do de di do de di do do de di do de di do de do di do di do di do de di do de di do de di do de di. Voilà, ça entraîne quelque chose, mais on a du mal, si je vous fais écouter que cette musique-là, à me dire quelle histoire ça va raconter. Ben voilà. Donc, est-ce que c'est fantastique, je ne sais pas trop. C'est pas la même. On n'est pas dans la même énergie. Et c'est cette addition des énergies contraires qui vont donner l'œuvre, en fin de compte, ce qui est très représentatif, en tout cas, de la filmographie de Dario Argento. Alors, ce groupe des Goblins vont, encore une fois, donc après 85, ils vont à nouveau changer, ils vont se séparer, ils vont travailler en solo, se regrouper, rechanger de musiciens, etc. Et il va y avoir quand même une sollicitation de la part de Dario Argento en 2001 pour le dernier film qu'ils ont fait ensemble, réellement avec les Goblins, mais ils auront remarqué quand même une entité filmique et cinématographique importante. 2001, c'est Le sang des innocents, donc de Dario Argento.
qui est un très bon film aussi, et dans lequel, là, vous allez écouter le début du thème, donc sur la bande-annonce française, cette fois-ci, du film. Et vous allez voir que le début ressemble certainement, là, pour une fois, légèrement plus aux musiques un peu angoissantes qu'on peut écouter dans certains thrillers, puisqu'on va avoir quelque chose de l'ordre de, vous savez, vous glissez d'une note légèrement en dessous, et vous avez tout de suite... Déjà, ça vous donne une autre ambiance. On n'est plus dans l'énergie du rock progressif, mais après, ça peut évoluer, ça change. Hein, mais on est donc dans quelque chose de plus mystérieux. Voilà, une petite couleur... suspensive, comme ça, un petit peu dans l'air. Écoutons vraiment cette musique donc jouée avec le son des gobelins, donc sur la bande-annonce. Moretti, vous vous êtes mis en tête de falsifier l'épreuve? Cette affaire m'intéresse. On vous a mis sur cette affaire? Non, mais on me l'a confié autrefois. Des meurtres comme ceux-ci ne sont pas dus au hasard. Ils sont prémédités. La question est de savoir s'il y a un ou deux assassins. Et s'il est seul, qui est-ce? Toi et tes fichus fantômes, tu vois où ça nous mène? Pas des fantômes. La vérité. A pointé son nez, le fermier peut s'en aller. Ses armes, il peut déposer et finalement se reposer. Voilà, nous sommes en 2001. Vous avez reconnu quand même qu'il y a aussi, au-delà du thème du ré, da, dé, da, dé, da, do, qui est un peu plus angoissant, il y a quand même d'autres passages qui sont vraiment très goblin, très rock progressif, avec vraiment le son, l'énergie qui va avec, sur un film donc qui est assez proche du thriller d'ailleurs, quelque part, et donc qui est significatif aussi de l'évolution de la carrière de Dario Argento. Mais ceci dit, ça fait à peu près 31 ans qu'il fait des films. À partir de 2001, il va commencer un peu à décliner dans l'idée de l'inspiration. Il va continuer à en faire des films. Il va même faire une relecture du Fantôme de l'Opéra, d'ailleurs. Donc d'autres films, mais des fois avec des budgets très, très restreints, qui n'égalent pas, en fin de compte, ces films qu'il a fait entre 1970 et 2001, ce qui est bien dommage. Mais ceci dit, il est resté quand même le maître incontesté du giallo. Ça me paraît important. Alors, pour revenir et vous préparer à Profondo Rosso, donc ces frissons de l'angoisse qui sont vraiment qui est un chef-d'œuvre donc de Dario Argento avec la musique de Goblin, dont le thème, vous vous souvenez, est un thème qui dérive plus ou moins du thème de l'Exorciste, d'ailleurs, avec la mi, la ré, la do, sol, si, si, la mi, la ré, la do, sol, si, si, fa. Bon, ce thème-là que vous allez reconnaître, qui est assez obsessionnel. Il y a quelque chose que Dario Argento a gardé, entre autres, de l'autre compositeur, celui qu'il a viré pendant le film, c'est-à-dire le Giorgio Gaslini. Il a gardé 10% de la musique pour 90% de la musique de Goblin. Et il y a un petit thème, et qui va faire aussi, quelque part, il va faire une petite carrière, parce que le look de ce thème-là, c'est quelque chose qu'on a plus rarement vu dans un film de cinéma, c'est-à-dire, et surtout dans un film qui devrait être donc plutôt angoissant, etc., etc., c'est de créer une petite comptine enfantine, la petite comptine, qui est chantée même avec une voix d'enfant, qui se répète avec une certaine insistance. Et dans cette comptine, il y a juste une petite note de décalage pour dire
il y a quelque chose qui n'est pas complètement naturel. C'est pas si innocent que ça. Il y a quelque chose derrière. Et la comptine, dont vous allez rêver cette nuit d'ailleurs, parce qu'elle va revenir dans le film comme ça, c'est une petite obsession qui va vous rentrer, parce qu'une comptine, ça rentre très facilement dans la tête, forcément. Et donc, vous allez avoir quelque chose comme ça, qu'on va écouter aussi avec la voix d'enfant. Oui, c'est juste cette petite note. Il nous donne un côté un peu cassé là par rapport, mais le thème de départ, vous pouvez le rechanter, il n'y a pas de souci. Hein. La 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 li, la la. Vous pouvez chanter sur des la puisque de toute façon il n'y a pas besoin de paroles. Et c'est un petit thème obsessionnel qui revient parce qu'il y a quelque chose dans les frissons de l'angoisse qui se passe. Il y a un meurtre, il y a un couteau qui tombe devant un enfant à un moment, et c'est le thème de l'enfant en fin de compte qui va ressurgir comme cette comptine là, avec ce petit côté dramatique de la note qui est décalée. Et qui donne presque un côté blues au niveau presque si pour les amateurs de jazz. Vous avez cette sonorité du jazz blues, etc. Donc cette comptine qui, en fin de compte, va donner des idées pour d'autres films d'horreur, notamment aux États-Unis. C'est les films avec les poupées, les films un peu maléfiques avec les poupées, style Annabelle, style Chucky, où à des moments vous avez des petites comptines qui reviennent comme ça et qui sont assez obsessionnelles et qui vous indiquent quand même que quelque chose va se passer qui est un peu violent, un peu étrange, un peu inattendu, un peu voilà. Et ça fera son chemin aussi, cette idée d'une comptine. Alors pour insister un petit peu, comme ça vous allez bien dormir cette nuit. Voilà la comptine, donc en vrai, en 25 secondes, vous l'avez vraiment en mémoire. Voici la comptine telle que dans Les Frissons de l'angoisse. Voilà, vous l'avez tous retenu, je suppose, toutes et tous retenus. Vous allez repartir avec ça. En plus, vous allez le voir dans le film, donc pour ceux qui restent pour regarder le film. Voilà, vous avez là une première donc ouverture sur ce rapport très étonnant. Il peut y avoir entre une musique fortement énergique, rock progressif, un son, un traitement du son, des voix intégrées, quelque chose qui est post-Morricone quelque part, puisque Morricone a déjà travaillé sur des voix dès Sergio Leone, d'ailleurs dès sa contribution avec Sergio Leone, notamment dans Le Bon, la Brute et le Truand, donc pour une poignée de dollars, enfin, etc. Vous avez de temps en temps des choses très étonnantes dans la musique de Morricone, mais qu'on retrouve dans ce rock progressif des Goblins, donc comme une sorte de continuité et de dérive autre, qui nous donne une énergie donc suffisante pour regarder le film qui a des aspects un peu repoussants aussi. Donc nous implique tout en étant distant. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment intéressant. Donc vous avez toutes les clés pour maintenant regarder Profondo Rosso, donc 1975 de Dario Argento sur une musique des Goblins. Et donc je vous souhaite un très bon film. Je vous remercie pour votre écoute attentive, comme souvent et d'habitude. Je vous remercie pour ce sérieux avec lequel vous venez. Et donc peut-être, voilà, vous allez décortiquer aussi l'ensemble des musiques, puisqu'il n'y a pas qu'un seul thème. Il y a plusieurs formes de musique dans le film. Et vous allez voir le côté donc le chef-d'œuvre donc de Dario Argento de 1975. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence. Merci.